Jean-Claude Ballès, bonjour. Bonjour Patrice. Oh, la fondateur de la Brasserie de France. Ah oui. Mais dis donc, je t'ai connu autrement, toi. Tu m'as connu plus jeune, en fait. Ouais. Tu m'as connu, je démarrais dans l'entrepreneuriat, rappelle-toi, j'avais presque 20 ans. C'est ça. Hein? Est-ce qu'il y a un âge légal, Patrice, pour entreprendre? Ah, mais moi, c'est la question que je vais te poser. Ah, c'est toi qui poses les questions. Ok, d'accord. Légal ou idéal? Il n'y a pas d'âge idéal. En fait, c'est un état d'esprit. À 20 ans, je crée une boîte, pourquoi? Parce que je veux faire... On m'a même dit 18. Alors, tu t'es bien renseigné. Elle a existé en 18 et je l'ai lancée... je l'ai lancée à 18, enfin à 18 pour qu'elle démarre, et elle était pleine d'énergie et de collaborateurs à 20. En fait, j'avais besoin de sous pour financer mes études. Parce que moi, je suis un gamin de l'école républicaine. Alors, hop, il fallait trouver du business. Et j'ai monté une boîte en faisant le Paris-Dakar. J'étais le premier étudiant à faire le Paris-Dakar. Et en fait, entreprendre, c'est facile. Il te faut pas une idée, mais juste être porteur de cette idée, incarner cette idée, que tu sois le produit, que tu sois l'idée, et ça a marché. Et tu vois, aujourd'hui, à 60, eh ben, je redémarre. Tu redémarres. Alors justement, comment on peut faire de passer de la tech à Paris à Brasseur en Bourgogne-Franche-Comté? Ouais, alors, oui, parce que tu m'as connu dans la tech, c'est vrai. Ouais, et tu m'as accueilli à BPI, et grâce à BPI, j'ai monté de très belles boîtes dans la tech. Et merci à BPI. Et merci à la France. Je crois qu'on fait ce mouvement de quitter Paris, de se retrouver en Bourgogne, de quitter la tech pour être dans la bière. Pour moi, c'est un retour un petit peu à papa et un retour à moi. Retour à papa parce que moi, je suis fils d'ouvrier. Et tu le sais, dans la tech, il y a un moment où on perd un petit peu, si on n'y fait pas gaffe, le sens de l'humanité, de l'humain. Si on est trop tech et pas assez humain, et tu le dis notamment chaque fois que tu parles de talent, il faut mettre de l'humain dans la technologie, dans les nouvelles technologies. Et j'avais un peu perdu ça. Et j'ai pensé à papa qui me quittait. Je lui ai dit, écoute, je vais faire une usine. Donc retour à papa et retour à moi, parce que quand on est dans la tech, qu'on est un peu monolithique dans les algos, eh ben on finit par être soi-même un peu triste, un peu gris. Et là, Brasserie de France, c'est un campus en fait. Tu as un pôle de création, on crée des univers de consommation, on crée des produits effervescents, on va dire. Tu as de la bière, mais tu as d'autres choses. Tu as une usine. Tu as un centre de formation qui prend des jeunes gamins qui ont 15-16 ans, qui est le gamin que j'étais, qui ne rencontre pas l'école républicaine et à qui il faut donner une chance, un métier pour qu'il ne fasse pas de conneries. Et puis tu as aussi des gars en reconversion qui ont 50 ans et plus. Et on mixe les générations pour arriver à faire un campus un peu hybride où tu as des gens qui ne se rencontrent pas dans la vie. Voilà. Mais tu as été hyper rapide. Comment tu as pu développer aussi vite la valeur business avec Brasserie de France? Ouais. En fait, on a mis 9 mois là où mes confrères mettent 9 ans. Pourquoi? La vitesse, parfois c'est un petit peu violent, mais la vitesse c'est clé. C'est écouter violemment le consommateur. Moi, je ne cherche pas à faire la meilleure bière du monde, je cherche à faire la bière qui te plaît, qui vous plaît ici et qui vous plaît là. Donc on conçoit, en 9 mois, on a conçu 10 marques, on a 21 recettes. Incroyable. Donc mais c'est normal, puisqu'en fait, chaque personne a son rôle, chaque personne peut parler. Chez nous, une personne égale une voix. Donc il y a une gouvernance plate. Oui, j'ai gardé la majorité parce que je veux rester à la maison, bien sûr, dans mon entreprise. Mais au moment des décisions, on a un business plan, ok. Mais au moment des décisions, un homme, une voix. Et je dois te dire que je ne gagne pas souvent, mais je m'en fous. Parce que quand il gagne, je gagne. On a parlé digital, après brasserie. Ouais. À un moment, il y a un point de bascule dans ta vie. Ça a été où? Ça a été quand? C'était avec qui? Les points de bascule, chaque fois, c'est l'autre. Moi, je crois à l'altérité. L'amour existe. Pourquoi? Pourquoi l'amour existe, Patrice? Parce que je le vois dans tes yeux. On aime les gens. Mais oui, je ne peux pas décréter que les choses existent. C'est l'autre qui construit ce soi-même. Donc la bascule, c'est l'autre. C'est mes enfants. Mon premier enfant, je crée une nouvelle boîte. Mon deuxième enfant, je crée une autre boîte. C'est mes rencontres. Ce sont mes femmes. Ce sont mes amis. Chaque fois que j'ai changé de vie professionnelle, c'est parce que je rencontrais quelqu'un. Ça n'a jamais été que ça. C'est les rencontres. Et donc, c'est les rencontres. Tu as eu des échecs dans ta vie? Tu as appris quoi, tes échecs? L'apprentissage des échecs de Jean-Claude Ballès, c'est quoi? J'ai créé 10 boîtes, j'en ai planté 2. Et je sais te dire aujourd'hui pourquoi. Je les ai plantées parce que j'avais pas d'associé. J'ai monté ça tout seul. Et je croyais follement uniquement en moi. Et ce côté têtu fait que j'ai pas réussi. Donc, à nouveau, quand je monte des entreprises, c'est choisir les associés, c'est dans Brasserie de France, chaque personne est au capital.
On a une société d'actionnaires, collaborateurs, salariés. Et chaque fois que je vois quelqu'un, quand je rentre dans le campus, chaque personne est associée. On dit souvent, il faut toujours prendre à ses côtés des gens meilleurs que soi. Bien sûr. Donc de grands talents. Bien sûr. Pour toi, face à la caméra, le talent, c'est quoi? Le talent, c'est devenir acteur de sa vie. Le talent, c'est avoir l'audace de croire en ses rêves. Le talent, c'est l'action, c'est-à-dire c'est agir pour réussir avec courage et envie à atteindre ses rêves. Et enfin, je crois que le talent, c'est être apprenant à vie. Jean-Claude, j'ai pas une question, juste une demande. Continue de transmettre et d'être le leader inspirant que tu es. Merci à toi. Merci à toi. Allez, nous allons parler cinéma maintenant. Ah non, vous l'avez connue en tant que Madame Cinéma du groupe Canal+. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Giordano, qui est déléguée générale de la Fondation BNP Paribas et responsable du mécénat. Salut Isabelle. Bonjour Patrice. C'est un plaisir de t'accueillir. Moi, je suis contente d'être là. Toujours radieuse, une femme de valeur, une femme de cœur. Oh, merci. Qui est avec nous. Merci. Alors, le storytelling un petit peu de ta fonction, de cette belle entreprise qui est BNP, et en particulier autour de la fondation et autour du mécénat. J'ai envie de faire un storytelling sur la fondation parce que je me suis aperçue que les gens ne savaient pas très bien à quoi servaient les fondations. Et c'est vrai qu'on peut vraiment se demander à quoi ça sert. Est-ce que c'est du greenwashing? À quoi ça sert? En gros, moi, ce que j'aime bien dans l'idée de la philanthropie, c'est déjà de se dire que c'est ce qui permet de donner du pouvoir à des gens qui essayent de transformer le monde. On peut donner du pouvoir à des chercheurs qui essayent de trouver des solutions pour le dérèglement climatique. On peut donner du pouvoir à des associations qui essayent d'aider des jeunes, des femmes victimes de violences ou encore des réfugiés. Et on peut aussi donner du pouvoir à des artistes, parce que ça reste aussi vraiment la noblesse du mécénat, c'est de se dire que la culture peut nous aider quand même, la création peut nous aider à voir le monde différemment et même peut-être à comprendre le monde. Donc le storytelling de la Fondation BNP Paribas, c'est ça. Ça marche sur 3 jambes et c'est pas mal de marcher sur 3 jambes. En fait, c'est comme un tabouret, il est bien en équilibre. C'est la plus grande et la plus ancienne, enfin en tout cas la plus ancienne fondation en France, une des plus importantes. Et effectivement, ces 3 jambes, c'est la solidarité, l'environnement, la culture. Et je pense que vraiment, le vrai storytelling, c'est de se dire qu'une fondation, ça peut être un accélérateur de transition, puisqu'on a tous envie en fait de transformer la société. Absolument. C'est une femme de valeur. Comment on développe la valeur ? Eh bien, la valeur ajoutée, c'est de se dire qu'en fait, on peut voir la philanthropie comme une espèce de booster, de levier qui permet, voilà, si on voit que finalement on peut prendre des risques, se dire qu'on va parier sur telle ou telle association, eh ben, c'est ce qui permet ensuite de développer de la valeur ajoutée. Moi, j'ai l'impression que prendre des risques, d'essayer de se dire qu'on va donner de l'argent à un tel plutôt qu'à un tel, eh ben, c'est la définition de l'innovation. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire qu'il faut toujours qu'il y ait un secteur non marchand, un secteur un peu gratuit dans une entreprise. Généreux. Et rendre possible l'impossible, se dire qu'on peut vraiment essayer de se dire qu'on va, par exemple, lutter contre le décrochage scolaire, faire en sorte que les gens aillent mieux dans leur vie quotidienne, qu'il y ait des associations qui peuvent faire régner une sorte de cohésion sociale à l'intérieur de certains quartiers. Eh bien, effectivement, ça peut sembler totalement utopique, mais il reste une incarnation de ce que j'appelle un peu la valeur ajoutée des entreprises. Tout le monde en ce moment parle de sens. Oui. On est tous en train de rechercher du sens. Eh bien, pour moi, le sens, il est bien sûr partout. Partout, il y a de l'engagement, et je recommande d'ailleurs à tous les chefs d'entreprise de créer des directions de l'engagement. Mais c'est vrai que au sein d'une fondation, on peut se dire que le sens, il est vraiment là. En tout cas, c'est l'incarnation avec des milliers et des milliers de bénéficiaires qui vont un petit peu mieux grâce à ces associations. Donc on le voit, les entreprises, elles ont un véritable rôle à jouer dans la transformation de la société. Oui, parce qu'en fait, si vous êtes une grande entreprise, que vous avez une fondation et que vous vous dites, voilà, je vais essayer de développer le mentorat, je vais essayer de faire en sorte que des jeunes qui n'ont pas d'avenir, ont l'impression qu'ils vont devenir chômeurs, peuvent, grâce à un mentor, essayer de trouver peut-être une voie professionnelle ou tout simplement réussir des études, parce que vous savez qu'il n'y a que 10% des enfants de classes défavorisées ou d'origine modeste qui vont à l'université. Ça, c'est une injustice. En fait, mon moteur, et j'essaye de rester la même en fait que celle que j'étais à Canal ou à France Inter, mon moteur, c'est de lutter contre les injustices sociales. Et c'est vrai que vous parlez souvent, Patrice, de la niaque. Et bien moi, ma niaque, c'est une forme de colère qui m'anime depuis plus de 20 ans, où je me dis qu'il y a trop d'injustices dans notre pays et dans le monde. Et il y a certains moyens, on les a identifiés par la science, par l'expérience, on sait qu'on a des moyens de lutter contre les inégalités. Et bien le mentorat, c'est un des exemples, je pourrais vous en citer d'autres, je ne vais pas être trop longue, mais en tout cas le mentorat, c'est une vraie manière de permettre à des jeunes, de leur tendre la main, et puis de
de changer, de rendre l'entreprise meilleure. Et quand on change l'entreprise, on change la société. Exactement. On parle souvent, et tu en parles toi, de diversité, de succès. Qu'est-ce qui apporte aujourd'hui l'un par rapport à l'autre? Alors, je suis sûre que vous connaissez l'anecdote de pourquoi BlackBerry s'est planté, pourquoi l'iPhone ça marche. Hein. L'iPhone, c'est une équipe de gens très divers qui viennent de cultures et de pays différents. Voilà. Un peu comme ceux qui ont trouvé le vaccin contre le Covid. L'autre, c'est la vision unifiée. Et le BlackBerry, paraît-il, hein, c'est ce qu'on m'a raconté, il n'y avait que des gens qui sortaient des mêmes écoles et qui étaient tous pareils. En gros, je pense qu'ils étaient tous blancs de plus 50 ans, etc. Donc du coup, c'est vrai que la diversité dans l'entreprise, dans la société, dans les industries culturelles et créatives, c'est ce qu'on va essayer de faire bientôt avec les déterminés, notamment les ICC, les fameuses ICC, avec Moussa Camara. Et ben, je pense que plus on va mettre de la diversité partout, et bien plus on aura de la créativité, de l'innovation dans nos entreprises, et on aura aussi certainement plus de cohésion sociale et moins d'inégalités. Je me suis pris un coup de vieux parce que d'un seul coup tu m'as vous voyez et on se connaît depuis suffisamment longtemps. En fait, est-ce que une femme comme toi a eu des échecs et peut-être. Oui. Ah, j'étais au chômage même 2 fois. Qu'est-ce que tu as appris alors justement? Ah, bah justement, quand on est en bas, on remonte, hein, comme on dit dans les films, on touche le fond de la piscine, on remonte plus haut. Et je pense que l'échec, ça permet de se remettre en question, de se dire qu'on ne peut pas tout faire. Mais je continue malgré tout de penser que tout est possible. En ce moment, moi, je découvre un nouveau monde, c'est le monde des associations. Et je suis venue dire qu'en fait, souvent, on a une mauvaise image des associations et des fondations. Souvent, elles fonctionnent comme des entreprises. Si je vous parle de l'AFEV, par exemple, qui s'occupe de tous les étudiants en France, eh ben, c'est 500 salariés. Je pourrais vous parler d'Article 1 de Télémac, de plein d'associations qu'on ne connaît pas forcément, mais qui fonctionnent un peu comme des start-up d'innovation sociale. Je pourrais aussi vous parler de l'ADI, ou des déterminés, on en a parlé, qui permettent de créer des entreprises partout dans des quartiers, des micro-entreprises. Et c'est ça la créativité de la France, le savoir-faire de beaucoup de gens qui n'ont pas toujours accès aux médias ou qui n'ont pas toujours la visibilité qu'ils mériteraient. Et pourtant, il y a des talents partout. Il y a des talents partout. Madame Giordano. Et voilà, et l'échec, eux aussi, ils le connaissent. Et c'est certainement ce qui permet de continuer de croire en l'impossible. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est le cinéma qui m'a appris ça. Le cinéma a changé ma vie. Et ben, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il faut continuer de croire à l'impossible. Face à la caméra, le talent, c'est quoi? Le talent, pour moi, c'est 3 choses. C'est l'audace, l'audace, l'audace. Et c'est même une petite forme de rébellion et de colère. Et c'est quelqu'un qui n'est pas un révolté qui m'a appris ça, c'est Bernard Arnault. J'ai lu un jour une de ses interviews où il disait que ceux qui avaient vraiment innové, les grands innovateurs, c'était des rebelles. Donc voilà. Donc le talent, c'est la rébellion et l'audace. Isabelle, la rebelle. Merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez le port à l'île de la Réunion? C'est la ville où notre invité, Salim Nassur, est né. Salut Salim. Salut Patrice. Tu vas bien? Ça va très bien. Fondateur d'une entreprise qui s'appelle Mars. Mars, ça veut dire Mission, Autonomie, Action, Relations et Santé. Je crois que la première question à te poser pour comprendre en fait ta vision de l'entrepreneuriat, parce que tu es un serial entrepreneur et ton parcours, c'est d'où viens-tu? Waouh. En fait, je suis né, comme tu l'as dit, à l'île de la Réunion. Hein, et puis, enfin, ça, c'est le côté exotique. Parce qu'en réalité, j'ai grandi à Orly, donc dans une société HLM. Mes parents étaient assez modestes. En fait, mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage. Et c'est vrai que ce côté de l'entrepreneuriat, je l'ai appris un peu avec mes parents. Parce qu'en fait, je les ai toujours vus travailler. Longtemps, beaucoup. Mon père commençait à 4h du matin, il travaillait le week-end. Et donc, je me suis dit, tiens, ok. Cette valeur du travail, c'est important, mais surtout, je me suis dit, tiens, comment je peux, moi, prendre en main mon destin pour faire ce que je veux. Le destin en main. Voilà, le destin. Et pour le faire, tu te dis, tu deviens entrepreneur et tu as plein d'idées. Voilà. C'est ça. Un jour, tu sais, je note tout dans un cahier, il y en a qui notent tout dans des livres, on va en parler après. Tu m'as dit, j'ai noté, tu sais, Patrice, j'ai très souvent été celui qui, dans la pièce, était soit le plus jeune, soit le plus noir, soit le plus handicapé, soit à la fois les 3. C'est du courage, moi je trouve, de dire ça, mais pourtant, ça t'a jamais arrêté. Comment t'expliques ça? En fait, c'est simple. C'est quand t'es né en France et qu'effectivement t'as une couleur de peau un peu basanée, que t'as un handicap à l'œil, etc., et que t'as dit tout ça, t'es né dans un milieu modeste, tu pars pas avec les meilleurs atouts. Donc t'as 2 options, hein. Soit effectivement tu... Pas les meilleurs atouts, mais t'as fait Wanadoo. J'ai fait Wanadoo, on était ensemble chez Wanadoo, effectivement, donc il y avait Wanadoo, et puis j'ai eu la chance aussi après de faire des études, parce que mes parents aussi travaillaient pour ça, et puis d'être dans des grandes boîtes type Orange, Alcatel-Lucent ou Google. Mais comme je disais, tu pars pas avec les meilleurs atouts, et donc tu as 2 options, soit tu
à un moment tu pleures et tu te dis la vie est injuste et puis tu brûles des voitures et puis tu n'es pas content. Ou soit tu te dis la seule façon de changer, c'est de te prendre en main. Et donc la seule chose que tu peux vraiment transformer, c'est toi. Et puis travailler sur toi. Et donc tu l'as matérialisé dans la bestitude. Effectivement matérialisé. Alors, vous connaissez, c'est Oldelaf, je crois, qui fait une chanson qui s'appelle La Tristitude. Ah, je ne connaissais pas. Ah ben tu verras. Toi, c'est exactement l'inverse. La bestitude. Ouais. En 2 mots. La bestitude, justement, en 2 mots, c'est la contraction de best et d'attitude. Et je me suis rendu compte au fil de mes expériences et au fil des lectures, et notamment au niveau de différentes études, que si tu adoptes une position positive, donc une best attitude, ça t'amène des opportunités. Et c'est ta capacité, justement, de voir des opportunités là où d'autres voient des challenges. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Et ça, c'est hyper important quand on est entrepreneur, de se dire, OK, je transforme un challenge en opportunité. Alors justement, tu es un serial entrepreneur. Tu as monté des boîtes, tu as vendu des boîtes, tu conseilles aujourd'hui beaucoup de boîtes. Et tu as lancé aussi beaucoup de choses. Je te demande, c'est quoi ta boîte? C'est quoi pour toi, en fait, les qualités d'un bon entrepreneur qui monte une boîte? En fait, c'est rigolo parce que déjà, ma première boîte, je l'ai montée, j'étais encore à l'école, donc avec des amis, puis on a revendu. Donc ça m'a donné envie d'entreprendre, de créer des choses. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est créer des trucs de zéro. Et tu as l'idée, et puis tu le crées. Donc ça, c'est hyper important. Et pour from scratch. From scratch, vraiment from scratch. Et tu te dis, tiens, voilà, je suis capable de le faire. Et tu te dis, voilà, il y a des étapes à faire et tu le fais. Et en fait, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que en fait, ce qui est intéressant, c'est comment tu arrives à avoir la bonne équipe pour pouvoir avancer ensemble et que finalement rien n'est impossible. C'est un ensemble avec un grand S à la fin. Hein. C'est un ensemble avec un grand S, effectivement, mais comment tu arrives à justement faire en sorte que les choses se passent réellement. Et donc les qualités, pour moi, c'est il faut de la persévérance, il faut avoir de la vision, en fait, cette vision, mais arriver à transformer cette vision en action et surtout être hyper adaptable, avoir de la résilience. Et puis toujours y croire, toujours avoir cette fameuse niaque dont on parle souvent. C'est la niaque et de se dire je vais y arriver alors que tout le monde va te dire non, c'est difficile, tu ne vas pas y arriver, le marché est compliqué. Non, si tu veux vraiment que tu as de la passion, il faut y aller jusqu'au point où à un moment peut-être tu te rends compte que c'est pas la bonne. Tu as été une des personnes importantes chez Google à un moment clé. Qu'est-ce que tu as apporté Google? Alors beaucoup de choses, énormément de choses en fait, aussi bien sur la façon de travailler et de scale, donc vraiment mettre les choses à l'échelle. Donc ça a vraiment apporté, mais aussi sur cette vision de l'impact que peut avoir les technologies dans le monde en fait. Tu vois, on en parlait, tu disais qu'effectivement on était au début de Wanadoo, mais depuis toujours, moi j'ai été passionné par la techno, mais ce que j'ai appris chez Google, c'est vraiment comment tu arrives vraiment à toucher des millions de personnes. Et chez Wanadoo, le début de Wanadoo. C'est le côté pionnier. Donc, exactement, c'était le côté pionnier où finalement... on nous avait dit, ce qui compte à l'avenir, les ingénieurs, tu te rappelles, c'est que le Minitel qui compte. Exactement. Qu'est-ce que vous allez foutre dans l'Internet? Exactement. Tu te rappelles de ça? Donc le côté pionnier, tu dis. C'est le côté pionnier. Moi j'aime bien me dire, encore une fois, c'est ce qu'on faisait chez Wanadoo, ce qu'on a fait chez Google quand on a lancé la partie cloud, c'est tu pars d'une feuille blanche, tout le monde te donne un peu perdant, et au final tu y vas quand même. Et l'autre chose, c'est ça le talent. Alors le talent, c'est intéressant. En fait, pour moi, effectivement, le talent, c'est quoi pour toi? Le talent, c'est la capacité à transformer une idée. Tu vois, enfin, talent dans l'entrepreneuriat, j'entends. Oui. C'est la capacité de transformer une idée en action et des actions en résultats concrets. Et si tu arrives à faire ça en restant bienveillant, en ayant, tu en parles beaucoup d'humanité, là, tu es vraiment talentueux dans l'entrepreneuriat. Bienveillance et valeur. Merci infiniment à toi, Salim Nassur. Merci Patrice.